Madame la présidente de la région Réunion, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames et messieurs, je vous remercie aujourd'hui de me donner la parole en cette journée internationale des droits des femmes. Je suis Morgane Andry, docteure en sciences du langage et enseignante ATER en sciences de l'information et de la communication à l'Université de La Réunion. Pour ma thèse de doctorat, j'ai pu travailler sur l'image de la femme insulaire dans les discours touristiques. Ma communication d'aujourd'hui consistera à mettre en lumière mes principaux résultats et évoquera brièvement ma posture de chercheuse en sciences humaines. Lorsque j'ai été contactée pour cette occasion, ce qui m'a sauté aux yeux en premier lieu était l'utilisation de cette célèbre phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». Elle est devenue au fil du temps un slogan utilisé notamment dans les manifestations dénonçant les violences faites aux femmes. L'idée première de la philosophe était de dénoncer le fait qu'on fabrique la féminité comme on fabrique d'ailleurs la masculinité, la virilité. Mais qu'en est-il de la construction de la féminité insulaire ? Karpanaamarimutu a travaillé sur cette question, affirmant que dans la littérature, le monde perçu ne renvoie plus à une quelconque réalité, mais à une représentation imaginaire. En plus d'être dite par les autres, la femme des îles est souvent décrite par les hommes. L'image de la femme insulaire parcourt la littérature. Du célèbre poème de Charles Baudelaire à une dame créole, en passant par Montesquieu jusqu'à Jean Thévenot, la femme a souvent eu une place dans les écrits des voyageurs écrivains. Jean-François Stasac, un géographe, affirme que Baudelaire, Chateaubriand, Flaubert, Mérimée, Nerval, pour en rester à quelques auteurs français, tous les grands écrivains de l'époque célèbrent les charmes de l'ailleurs et invitent au voyage. Toutefois, on constate que les premiers travaux sur la question féministe sont focalisés sur les femmes européennes. Néanmoins, depuis quelques années, des chercheurs et chercheuses travaillent sur les liens entre le colonialisme et la condition des femmes non européennes. Ma présentation s'inscrit donc dans le courant de pensée du féminisme décolonial, dans le sens où l'entend Françoise Vergès, sous le prisme de la communication touristique. Je présenterai d'abord mon état des lieux de la représentation de la femme et en particulier de la réunionnaise. Je répondrai à des questions comme de quelle façon leur image est-elle cristallisée dans les discours et quels sont les stéréotypes qui se perpétuent à leur égard. Pour y répondre, j'exposerai donc les résultats de mes analyses lexicométriques en présentant 3 figures de femmes qui circulent toujours aujourd'hui dans les discours de promotion touristique. La belle créole, la nourricière et la diablesse. Ce triptyque de représentation sera ponctué d'exemples tirés de guides touristiques publiés entre 2018 et 2021. Une analyse ethnographique des publications de l'IRT viendra montrer que cet imaginaire n'est pas qu'une affaire exogène, c'est-à-dire venant de l'extérieur, elle persiste également dans la communication touristique endogène. Cette communication permettra ainsi de mettre en exergue les clivages qui existent toujours entre la représentation de la femme hexagonale et celle de la femme des îles, les liens entre les discours sexistes et postcoloniaux, mais aussi l'utilisation de cette image à des fins d'exotisation des territoires en contexte touristique. Je vais donc commencer par vous parler des 3 figures de femmes que l'on repère dans les guides touristiques, en commençant par la belle créole. Comme je l'ai annoncé en introduction, Karpanaamarimutu a évoqué qu'elle est celle qui est dotée de toutes les qualités physiques et morales, qui répand partout la joie et le bonheur et qui, en retour, est aimée de toutes et de tous. Cette figure de femme, venue de la littérature coloniale, existe dans les guides touristiques d'aujourd'hui. Par exemple, dans le Petit Futé sur Mayotte, on trouve « Mayotte séduit et étonne par sa tolérance. Ainsi, ces bouénies se plaisent à se faire belles, parées de leurs salouvas ou bijoux en or filigrané qui correspondent à la dot de l'époux.
Le Petit Futé sur la Réunion évoque que beaucoup de métropolitains succombent au charme des tantines coquettes et pétillantes de l'île. Enfin, comme dernier exemple, Le Petit Futé sur la Martinique explique que pour de grandes occasions ou pour la messe, on peut encore apercevoir quelques femmes joliment parées de bijoux, de coiffes et de jupons de madras. Comme vous l'entendez, les guides ne manquent pas de commenter l'allure des femmes des îles à coups d'adjectifs axiologiques. Concernant la figure de la nourricière, nous pouvons citer autant d'exemples. Le Petit Futé sur la Réunion convoque l'image de la cuisinière créole qui a ses petites habitudes ancestrales pour préparer le curry quotidien. Celui sur Mayotte explique qu'à la tombée de la nuit, vous verrez les mamas brochetti s'installer le long des routes sur les trottoirs avec leurs braseros et leurs tables de jardin afin de proposer à qui veut fruits à pain, manioc, bananes vertes, etc. Enfin, dernier exemple pour la figure de la femme nourricière, Le Petit Futé sur les Maldives distingue les activités féminines des activités masculines dans un parfait parallélisme. Ils évoquent que les hommes sont généralement à la pêche, les femmes s'occupent des travaux ménagers. Selon Karpanin Marimoutou, la réalité sexiste du discours colonial peut, dans certains cas, engendrer une interdépendance des deux notions. Le discours phallocrate associé aux actes de langage à propos des femmes insulaires pourrait créer un discours post-colonial. Cette représentation des femmes et in fine des îles apparaît comme une fresque de la France d'avant. En faisant donc imaginer aux touristes que l'île permettrait un saut dans le passé, les auteurs présentent des portraits de femmes nourricières loin des représentations européennes à l'heure de la mondialisation. C'est ce que Carlos Lizarazo nomme une nostalgie du primitivisme. Mais cette question est complexe car ces représentations des populations insulaires participent à la formation du spectre exotique qui sert à promouvoir les destinations. Cela n'enlève rien au fait que le discours de l'autre reste une fabrication d'imaginaire touristique empreint d'idéologie coloniale. Certains auteurs évoquent aussi une construction de l'animalité exotique qui permet à l'occidental non seulement de renforcer la dénégation de sa propre étrangeté, c'est-à-dire sa propre animalité, mais aussi de maintenir l'autre à une distance symbolique acceptable. Aussi, la relation à cette altérité génère pour les Européens un grand trouble. D'un côté, on a l'infinie diversité de l'ailleurs qui perturbe les catégorisations occidentales, et de l'autre, on a le désir d'étrangeté qui est ramené à une échelle de normes et de valeurs occidentales. Finalement, cet exotisme semble être tout de même paradoxal, car il consiste à valoriser ce que l'on ne connaît pas, ou du moins ce que l'on connaît moins. Cette étrangeté est donnée à voir dans mon corpus. Comme je vous l'ai annoncé, on y trouve aussi la troisième figure de femme, c'est-à-dire la diablesse, qui apparaît dans un guide comme étant un personnage surnaturel à l'apparence d'une très belle femme aux pieds de bouc. Endémique de la Martinique, elle séduit les hommes et les égare. Ce personnage, pouvant être comparé à une sirène européenne ou à une succube, peut ainsi contribuer à l'exotisme et à l'insolite de la destination. À La Réunion, les mythes de femmes bienfaitrices ou au contraire maléfiques sont aussi exploités. On trouve des textes sur les différentes vierges, la Vierge noire ou la Vierge au parasol, ou la figure de Grand-Mère Cale, autant dans les guides touristiques que dans les productions de l'IRT. En parlant de l'IRT, j'en viens donc à mon second point. Pour ma thèse, j'ai voulu comprendre comment s'opérait la promotion touristique d'un point de vue endogène. J'ai donc travaillé sur les contenus promotionnels de l'IRT. Le constat le plus flagrant est le clivage entre la femme européenne et la femme des îles, car en effet, le promoteur met en scène autant la population locale que les touristes. Dans certaines vidéos de la campagne La Réunion Île Intense, on voit par exemple l'opposition entre la modernité et la tradition
personnifiée par deux femmes. D'un côté, une européenne et de l'autre, une réunionnaise. Ce genre de vidéo fait circuler évidemment de nombreux clichés. La métropolitaine est vêtue d'un chemisier et d'un jean, tandis que les femmes locales seront habillées de robes traditionnelles de danse réunionnaise. D'ailleurs, les danses extra-occidentales représentées en France continuent encore bien souvent d'être perçues au travers du prisme de l'imaginaire exotique. Cette image tente alors d'éloigner la femme insulaire de la norme européenne. J'avais commencé cet exposé en vous parlant des 3 figures de femmes. En Europe, Catherine Omnes rappelle que les activités traditionnelles des femmes étaient aussi représentées par 3 catégories. On retrouve la femme nourricière, mais les 2 autres profils de femmes sont assez différentes. Ce sont les figures de la femme soignante et de l'enseignante. Cette représentation a évolué à la fin des années 60 et au début des années 70 par le mouvement féministe. C'est en cela que nous pouvons donc dire que la communication touristique est représentative d'une nostalgie du primitivisme, d'un temps très ancien, couplé à une représentation non européenne des femmes. Les populations locales apparaissent donc comme un autre, totalement différent, voire même primitif, en comparaison à la norme occidentale. Cette apparence est, comme nous l'avons vu, même accentuée par les activités associées à la femme. Pour vous donner un autre exemple, on trouve aussi des phrases faisant presque référence à des pratiques préhistoriques. Par exemple, elle cueille également des agrumes, des racines et des fruits. Ce genre de discours nie totalement le développement économique et technologique des îles. Cette étude est bien sûr confirmée par d'autres travaux ailleurs dans le monde. L'IRT assoit ainsi cette représentation européocentrée. Ce phénomène se définit comme étant un exotisme souverain, c'est-à-dire l'appropriation de l'exotisme que l'on suscite. L'européocentrisme et par extension l'exotisme sont un héritage d'un passé colonial que les locaux ont parvenu à domestiquer. Ils choisissent aujourd'hui de mettre en lumière des codes connus des touristes de par la littérature. C'est pour cette raison que j'ai mis sur cette affiche une gravure de Paul et Virginie, ou encore le cinéma. Je terminerai donc cet exposé par une petite réflexion personnelle sur mon positionnement en tant que chercheuse. Comme je l'ai annoncé, l'objectif de ma thèse était de dresser un état des lieux des discours touristiques sur la Réunion. Je voulais comprendre comment est-ce qu'on parlait de ses paysages ou de sa gastronomie. À l'origine du projet, je ne pensais absolument pas avoir un angle qui prendrait appui sur des études féministes et postcoloniales. Mon objectif n'était pas d'avoir un regard critique ou une position militante face à ces discours, mais de mettre en lumière leurs particularités. Ainsi, les éléments sexistes et postcoloniaux se propageant dans ces discours sont analysés grâce à plusieurs outils linguistiques et m'ont amené à y voir un habitus colonial, pour citer Pierre Bourdieu, et j'ai émis une conclusion suite à ces recherches selon laquelle les discours touristiques que nous connaissons aujourd'hui sont les héritiers ou en tout cas disposent de la même articulation et la même structure, les mêmes codes que les productions coloniales d'hier. Implicitement, la question de l'objectivité de la recherche était très présente par d'emblée ma propre posture de chercheuse étant née et ayant grandi à La Réunion. C'est aussi pour valoriser mes travaux que j'ai effectué une recherche comparative en ajoutant d'autres destinations insulaires à mon corpus, comme si j'avais un peu besoin de me justifier et de redoubler d'efforts pour accroître ma légitimité. En cette journée internationale des droits des femmes, j'aimerais rappeler aussi que souvent, dans le milieu de la recherche, nous devons faire face à la question de la légitimité et se faire une place en tant que femme dans le milieu scientifique. Et ce n'est clairement pas une chose facile. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'en parler. Au sein de mon laboratoire de recherche, nous traitons régulièrement la question des difficultés des chercheurs réunionnais qui travaillent sur le terrain dans lequel ils ont évolué, mais aussi sur les questions de genre.
Par expérience, je pourrais citer le fameux syndrome de l'imposteur, très connu chez les chercheurs, mais peut-être accentué chez les chercheuses à cause de nombreuses problématiques qui mériteraient d'être largement développées dans les débats publics, politiques et scientifiques. Pour ne citer que les cas de harcèlement et de cyberharcèlement, l'endométriose ou encore la maternité. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois de permettre à la science de sortir des murs de l'université lors de tels événements. Merci pour votre écoute et bonne fin de journée à toutes et à tous.